Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce cours numéro 3, donc qui fait suite au cours numéro 1 et cours numéro 2 sur la motorisation. Aujourd'hui, on va parler études structurelles et temporelles d'un moteur à combustion interne, moteur thermique à combustion interne, autrement appelé également moteur MCI. Alors, le but de ce cours, c'est de vous permettre de pouvoir mener une étude analytique d'un système pour en connaître ses fonctions, ses phases de fonctionnement, quels sont les éléments qui le composent, afin que vous puissiez, en cas de défaillance, pouvoir mettre en œuvre une démarche de diagnostic et donc un processus de contrôle des éléments. Donc c'est bien pour maîtriser à quoi ça sert, quelles sont les phases de fonctionnement, et qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur qui va vous permettre, dans le temps, face à un problème, à pouvoir vous poser les bonnes questions. Donc, ce cours est en deux parties. La première partie va concerner un comparatif entre un moteur thermique et un moteur électrique qui équipe les motos. Ensuite, nous regarderons plus particulièrement les contraintes qui sont liées à l'enceinte thermique et au système via le manivelle. À partir de là, nous regarderons les composants de base. Tout ça, c'est en théorique, nous allons l'aborder. Et évidemment, nous terminerons par le cycle de Baud-de-Rochat, donc qui est le cycle universel de fonctionnement de tous les moteurs au monde. Voilà. Rappel important de maintenance, il va falloir que vous l'ayez toujours à l'esprit dès que vous serez en atelier. C'est d'une part qu'un système mécanique est composé d'éléments qui peuvent ou pas avoir un mouvement les uns par rapport aux autres. Et donc, à partir de là, nous, en tant que mécanos, on se doit de réaliser certaines opérations. S'il y a un mouvement relatif entre deux pièces, c'est-à-dire que donc deux pièces peuvent bouger l'une par rapport à l'autre, pour qu'il y ait mouvement, il faut obligatoirement qu'il y ait du jeu. Ce jeu va générer un contact, et ce contact va générer de l'usure, et donc, de fait, un point de maintenance. Imaginons maintenant que ces deux pièces n'ont pas de jeu. Exemple, une culasse sur son cylindre. Auquel cas, il y a contact, effectivement, donc serrage entre les deux pièces, point de maintenance. Ce sont donc des points importants que vous devez avoir à l'esprit en permanence en atelier. Dès qu'il y a un mouvement relatif ou pas entre deux pièces, eh bien il y aura point de maintenance. On note que s'il y a point de maintenance, il y a également probabilité de point de défaillance. Ne l'oubliez jamais. Alors nous avons vu au cours des cours précédents que pour qu'une moto puisse se déplacer sur la route, eh bien, il lui fallait de l'énergie mécanique pour pouvoir effectivement générer le mouvement. Cette énergie mécanique chez nous, sur une moto, elle est caractérisée au niveau de l'axe de roue arrière par un couple, donc une force qui va avoir tendance à faire tourner l'axe de roue, donc la roue, et bien évidemment un régime de rotation de cette roue. Alors, le système de la moto qui permet de générer cette énergie mécanique nécessaire à la mise en mouvement du véhicule, eh bien, c'est le système de motorisation. Donc, on englobe tous les sous-systèmes qui vont permettre de réaliser la fonction principale, qui est donc de créer l'énergie mécanique nécessaire à la mise en mouvement de la moto. Alors, c'est du rappel tout ça. Donc on a vu également que pour qu'on ait vitesse de déplacement de notre moto, il faut impérativement qu'il y ait force sur le sol. Cette force est générée par le pneu, donc sur la route, il faut que le sol résiste. Si le sol résiste à cette force et qu'il y a donc adhérence, le véhicule va pouvoir se déplacer en translation. C'est très important. Et cette force, elle vient d'où? Eh bien, elle vient d'un couple qui est sur l'axe de roue arrière. S'il y a couple sur l'axe de roue arrière, il y aura force d'action du pneu sur le sol, résistance du sol, mouvement de déplacement de la moto. Et bien évidemment, ce couple que l'on a sur l'axe de roue est généré par le système de motorisation et transmis du moteur jusqu'à la roue via le système de transmission qui, lui, aura pour but notamment d'adapter le couple moteur au couple qui s'oppose au déplacement du véhicule. À l'heure actuelle, nous avons deux solutions techniques de motorisation en moto.
La première, c'est le moteur thermique à combustion interne, celui qui fait l'objet de l'étude d'aujourd'hui, donc on appelle MCI, et qui représente 98% des véhicules du marché. Et ensuite, il y a le moteur électrique qui est en train, au fur et à mesure du temps, eh bien, de commencer à envahir un petit peu. Alors, c'est pas une grande invasion, hein, on n'est pas encore autant des barbares, mais enfin, ça commence à progresser. 2% des véhicules du marché sont équipés de moteurs électriques. Alors, on va regarder un petit peu les inconvénients et les avantages de l'un et de l'autre. Alors, si on regarde un moteur thermique, l'avantage principal qu'il a, c'est le transport de son énergie primaire. L'énergie primaire, c'est l'énergie qui va lui permettre de réaliser de l'énergie mécanique. L'énergie primaire dont on a besoin, nous, au départ, sur un moteur thermique, c'est de l'énergie essence. Donc c'est de l'essence dont on a besoin, avec de l'air, évidemment. Et avec une relative quantité faible d'essence, la moto va pouvoir parcourir un certain nombre de kilomètres. De plus, le ravitaillement ne prend très peu de temps, hein. Remplir un réservoir, c'est vraiment très rapide. On a un réseau de distribution d'essence qui est très très dense, hein, à peu près une station-service tous les 40 km. Donc ce qui fait que c'est un gros avantage du moteur thermique, c'est de pouvoir effectivement se déplacer loin, dans un temps relativement raisonnable. Inconvénient quand même du moteur thermique, c'est qu'il va avoir une courbe de variation de couple qui va fluctuer, donc ça va monter, ça va descendre, ça va monter, ça va descendre, ce qui fait qu'à chaque montée, plateau, remontée, descente, on va avoir des mouvements générés sur la partie cycle. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc il va falloir que effectivement nos suspensions vont travailler davantage avec un moteur thermique. Si on regarde maintenant du côté du coût de fabrication, un moteur thermique est quasiment, on peut le recycler en intégralité, donc on peut refondre hein, les matériaux, il n'y a pas de problème là-dessus, et en même temps avec l'antériorité que l'on a, puisque le moteur thermique équipe les véhicules depuis le début du XXe siècle, hein, même la fin du XIXe, ce qui veut dire donc qu'on a une antériorité, une maîtrise des technologies et des techniques de fabrication, qui fait qu'aujourd'hui ça revient très peu cher pour un constructeur de faire un moteur thermique. L'inconvénient donc de ce moteur, c'est tout de même qu'il s'use. C'est des pièces mécaniques qui sont en mouvement les unes par rapport aux autres. En plus, il pollue. En même temps qu'il fait du bruit. Ce qui veut dire que donc on a des inconvénients qui sont quand même non négligeables aujourd'hui et qui interrogent tout le monde quand on veut prendre en compte la préservation de notre environnement. En même temps, il a une faible plage d'utilisation. Alors la plage d'utilisation, c'est la plage de régime qu'il y a entre le couple maxi et la puissance maxi. Donc sur un moteur thermique, elle est relativement faible. Ce qui fait que il faut être toujours dans les tours hein, pour pouvoir effectivement continuer à avancer. On a vu aussi que le rendement du moteur thermique était très très faible. 30% ou 35% de rendement. Ça veut dire que pour 100 joules consommés, on va restituer que 30 joules d'énergie mécanique, donc extrêmement peu. Mais bon, son antériorité fait qu'aujourd'hui, il équipe 98% du marché. Alors, regardons maintenant du côté du moteur électrique. Et là, on regarde que effectivement, le rendement est excellent. Plus de 90% de rendement. Ce qui veut dire que pour 100 joules consommés, on va en produire 90 joules. C'est énorme. Ce qui veut dire que ce moteur-là, normalement, devrait être un moteur référence. En plus, il ne pollue pas. Il ne fait pas de bruit. Il nécessite peu d'entretien. Il s'use très peu. Les seules pièces qui sont en mouvement dans un moteur électrique, c'est le rotor dans ses roulements. Donc ça veut dire très peu de pièces. Alors que sur une moto, on va avoir des pistons, on va avoir des soupapes, on va avoir un vilebrequin. Enfin voilà, un grand nombre. La boîte de vitesse, c'est complexe. Sur un moteur thermique, on est obligé de mettre une boîte de vitesse. Sur un moteur électrique, on n'en met pas, on n'en a pas besoin. Simplement le fait d'agir sur la poignée de gaz, ça fait que. En même temps, le moteur thermique a un avantage aussi indéniable, c'est son couple. Le couple maxi arrive très tôt. Dès qu'on accélère, on a immédiatement le couple maxi qui arrive. Et il va rester sur toute la plage de régime. Ce qui veut dire qu'on a une plage d'utilisation qui est vraiment considérable. Ce qui fait que ce moteur-là, puisqu'il a un couple qui est stable, et bien maxi qui est stable, on va avoir peu de mouvements qui vont être transmis au châssis. Ce qui veut dire que donc on aura un comportement routier moins problématique avec un moteur électrique qu'avec un moteur thermique. Problème du moteur électrique, c'est son énergie primaire, l'électricité. Il faut la stocker.
Donc il faut des batteries avec de grandes capacités, ce qui veut dire donc que c'est lourd à embarquer. Hein, donc on va réduire au maximum les batteries pour avoir un poids qui soit relativement raisonnable, ce qui veut dire qu'on va immédiatement impacter sur l'autonomie du véhicule. Et comme il faut un certain temps de recharge pour pouvoir repartir, eh bien, ce qui fait qu'aujourd'hui, le véhicule électrique n'arrive pas encore à se démocratiser, sauf peut-être en ville, hein, mais l'avenir nous dira qu'avec les évolutions technologiques, eh bien, la miniaturisation des systèmes va faire qu'un jour ou l'autre, ce moteur-là, quand il n'aura plus l'inconvénient de ses batteries, eh bien, va pouvoir effectivement prendre sa part dans le marché. Pour mémoire, sachez qu'en 1999, c'est pas hier, mais c'est pas avant-hier, c'est hier à peine, eh bien, l'injection qui équipait les véhicules, il y avait 0,4% des véhicules motos qui étaient équipés d'injection. Donc extrêmement peu en 1999. Ok. On regarde aujourd'hui en 2020, quasiment l'intégralité des véhicules sont équipés d'injection. Pourquoi? Parce qu'au départ, on mettait les injections de voiture. Donc lourdes, encombrantes, et donc ce qui faisait que, bon, sur une moto, ça faisait du poids en plus. Donc on n'allait pas sur cette solution technologique-là. Ensuite, quand on a commencé à miniaturiser l'électronique et la mécanique, eh bien, on est arrivé à avoir des systèmes qui étaient très peu lourds, donc relativement légers, peu encombrants, et donc on a pu les caser dans une moto. Donc du coup, on a commencé à équiper de plus en plus les motos de systèmes injection. En même temps, les normes environnementales de pollution ont complètement restreint la production de gaz nocifs de la part d'un moteur thermique. Donc l'injection permet de mieux gérer ces problématiques-là que par exemple un carburateur. Donc on a cette évolution qui s'est faite entre la non-injection et l'injection sur les motos, hein, sur une période de 30 ans. On regarde pour l'électrique, peut-être que dans 30 ans, hein, donc en 2050, eh bien, il n'y aura quasiment plus de moteurs thermiques. D'ailleurs, pour preuve, le Canada et l'Angleterre ont déjà déclaré qu'il n'y aurait plus de véhicules voitures à moteur thermique en 2035, c'est-à-dire demain. Hein, donc c'est-à-dire voilà, on va vraiment corber là-dessus. Voilà, donc ça c'est les avantages et les inconvénients de l'un et de l'autre. Vous avez un tableau, je vous laisse donc le temps de pouvoir le consulter, de pouvoir le détailler. Éventuellement, si vous avez des questions, n'hésitez pas par le chat à me poser des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc, ce qui bride aujourd'hui le moteur électrique, vous l'aurez bien compris, c'est son énergie primaire, hein, qui pose pas mal de problématiques en termes de stockage, de poids et d'autonomie du véhicule, de temps de recharge, hein, circuit, enfin le réseau de distribution électrique hors domicile est très faible, peu dense par rapport aujourd'hui au carburant. On va regarder maintenant ce qui se passe au niveau du couple moteur parce que c'est intéressant de voir comment réagissent les moteurs thermiques et les moteurs électriques. Et là, on va voir qu'il y a quand même sérieuses différences. Tout à l'heure, je vous ai vanté les avantages du couple, hein, du moteur électrique par rapport au couple du moteur thermique. On va voir un petit peu plus dans le détail là maintenant. Alors, en bleu, vous avez la variation. Alors déjà, vous avez deux zones. Hein. Il y a une zone bleue, c'est une zone positive, c'est-à-dire c'est de la production positive de couple, c'est-à-dire c'est un couple qui va générer une avancée du véhicule, donc il va être moteur. Et puis vous avez une partie rouge qui, elle, est négative, hein, qui, elle, par contre, c'est de la production du couple qui va devenir résistant, donc il va empêcher le véhicule de se déplacer. Quand on regarde le moteur thermique, pas de problème, on reste dans la zone positive, c'est-à-dire que tout le couple que produit un moteur thermique est un couple moteur. Donc il va faire avancer le véhicule. Regardons maintenant la variation de couple d'un moteur électrique. Alors on voit bien, hein, sur le moteur thermique, ça fait un petit peu les montagnes russes. Quand on regarde la variation de couple sur un moteur électrique, on se rend bien compte que c'est tout droit. Voilà, on est vraiment... pendant très longtemps, on a le couple maxi, ce qui fait que donc, je vous disais, moins de mouvement sur le véhicule. Mais, quand on arrive à un régime relativement maximal du moteur, que se passe-t-il? Une zone qui va rentrer en négatif, c'est-à-dire que le moteur électrique, à un moment donné, eh bien, il va devenir résistant. Il va empêcher la moto de prendre de la vitesse.
Et c'est bien là le gros inconvénient du moteur électrique. Alors la situation elle est simple, hein, vous êtes sur une route plate, hein, plane, et puis vous attaquez une descente. Et vous êtes quasiment au régime maxi. Et bien quand le moteur va arriver à son régime maxi, avec le moteur électrique, eh bien il va commencer à freiner la moto par lui-même. Ça c'est le fait de la magnétisation, hein, qui va ralentir le véhicule, dans le moteur et donc le véhicule. C'est-à-dire qu'on va avoir un effet de bridage, hein, qui va être réalisé par le moteur électrique, ce qu'on n'a pas sur un moteur thermique. Un moteur thermique, eh bien, du moment que la roue arrière va devenir motrice, c'est-à-dire qu'elle va tourner plus vite du fait de la pente, eh bien le moteur va prendre encore un peu plus de tours et le véhicule prendra un petit peu plus de vitesse. Voilà, ça c'est un inconvénient quand même aujourd'hui sur lesquels les constructeurs de moteurs électriques travaillent pour limiter cet effet-là. Alors, maintenant, on va regarder un petit peu l'étude temporelle et fonctionnelle d'un moteur MCI. Alors, on a vu précédemment que, bon, la relativité temporelle, je vous le rappelle, c'est, il faut répondre à la question comment fonctionne-t-il. L'étude structurelle, c'est que trouve-t-on à l'intérieur du moteur. Donc ça, c'est les pièces qui composent le système. Alors, on a vu précédemment que la transformation énergétique, c'était une contrainte qu'on avait, donc de passer de l'énergie chimique en énergie mécanique par une transformation en énergie thermique, de l'énergie chimique, et bien tout cela se faisait dans l'enceinte thermique. Donc on a fait un système dans lequel tout va se passer à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'on appelle un moteur à combustion interne. Et on a vu que l'énergie mécanique était produite, donc était le résultat, hein, de la combustion. On a vu que la combustion faisait des gaz, faisait que ces gaz voulaient se dilater, hein, c'était l'histoire de notre canon avec notre boulet qui partait, et à la place du boulet, on a mis un piston, et ce piston, il faut le propulser le plus violemment possible, donc on va générer un mouvement, on génère de l'énergie mécanique, mais la problématique qu'on va avoir maintenant, c'est pas le tout, on a su créer de l'énergie mécanique, mais cette énergie mécanique, comme mouvement, pour l'instant, elle ne nous donne qu'un mouvement de translation. Donc on a déjà trouvé une solution pour la première contrainte, c'était la transformation énergétique. Maintenant, on va regarder la deuxième contrainte, c'est-à-dire le changement de mouvement. Auquel cas, bien, on adjoint au système d'enceinte thermique un autre système qui fait lien, hein, qui fait corps avec, et donc qui est le système bielle-manivelle, qui lui aura pour fonction de transformer le mouvement de translation en un mouvement de rotation. Voilà, donc deuxième contrainte que nous avions, elle vient d'être résolue par le système bielle-manivelle. Alors, nous avons vu également que notre enceinte thermique pouvait fonctionner tantôt en espace ouvert, tantôt en espace clos. C'est-à-dire que, un coup, c'est une salle de classe, hein, donc on a une porte de communication entre la salle et l'extérieur. Quand la porte est ouverte, on dit que c'est un espace ouvert. À partir de là, on va avoir la pression qui règne à l'extérieur. À l'intérieur de la pièce, on va avoir la même pression et la même température qu'il y a à l'extérieur. Quand je ferme ma porte, eh bien, que se passe-t-il? Mon espace salle devient clos, auquel cas je vais pouvoir avoir une température et une pression différentes qu'à l'extérieur. C'est donc comme ça qu'on a réussi à trouver une solution pour pouvoir faire le principe de combustion dans un espace relativement restreint qui est l'enceinte thermique. Elle fonctionne comme ça. La contrainte qu'on a, c'est que d'abord il faut la rendre étanche et non étanche. Donc ça veut dire qu'il va falloir trouver des joints pour mettre sur la porte et en même temps quelqu'un qui ouvre et qui ferme la porte. Bon, d'habitude c'est moi qui le fais, vous vous interrogez pas trop là-dessus. Qu'est-ce qu'on va trouver maintenant dans un moteur MCI? Alors on va regarder un petit peu, ça c'est la constitution théorique, hein, d'un moteur à combustion interne. On va retrouver une culasse, on va retrouver un piston, on va retrouver un cylindre, une bielle, un carter moteur, un vilebrequin. Vous remarquerez que le carter moteur a un petit va-et-vient, une petite flèche de va-et-vient, c'est-à-dire que lui, il est en espace toujours ouvert. C'est-à-dire qu'il est toujours en lien avec l'extérieur, pour la bonne et simple raison qu'il nous faut absolument évacuer, hein, la pression qui est générée par le mouvement du piston dans sa descente. Et en même temps, ne pas avoir un effet d'aspirateur dans sa remontée. Donc pour qu'il puisse monter et descendre librement, le piston, il faut absolument que notre carter moteur soit à la pression atmosphérique. C'est la raison donc de cette petite flèche là qui donne un sens aller-retour de la pression atmosphérique à l'intérieur de notre système bielle-manivelle. On voit que le piston a un mouvement de translation aller-retour.
Et donc le cylindre et la culasse forment l'enceinte thermique. Le piston, enfin la bielle et le vilebrequin vont réaliser la fonction bielle-manivelle, donc la transformation de mouvement. Le piston est lié, lui, aux deux systèmes. Il est lié à la fois à l'enceinte thermique et à la fois au système bielle-manivelle. Il est le lien entre les deux systèmes. L'enceinte thermique est liée à l'extérieur avec une entrée et une sortie, on l'a vu, hein, il faut rentrer du coco, il faut sortir des gaz nocifs. Donc on a une entrée et une sortie sur notre enceinte thermique. On a un piston qui a un mouvement de translation alternatif, donc il monte, il descend, il monte, il descend, il monte, il descend, il monte, il descend. Par contre, on a un vilebrequin qui, lui, a un mouvement de rotation continu, hein, autour du point C, qu'on ne voit pas très bien d'ailleurs, j'aurais dû le décaler. Le vilebrequin, lui, est lié à la roue. Pourquoi? Parce que le vilebrequin, c'est là qu'on va recueillir l'énergie mécanique, donc le couple et le régime, qui vont permettre de faire tourner ensuite la roue arrière. Donc il est relié à la roue arrière via le système de transmission. Il y a deux solutions technologiques de moteur à combustion interne qui sont utilisées en moto. C'est le moteur dit à 2 temps et le moteur dit à 4 temps. Une fois qu'on a dit cela, la question qu'on se pose tout à fait naturelle, c'est qu'est-ce que c'est qu'un temps? Alors, un constat, c'est qu'on se rend compte que durant un demi-tour de vilebrequin, le piston va tantôt monter, tantôt descendre. Un demi-tour de vilebrequin égale une montée ou une descente du piston. Cette montée ou cette descente est appelée course. Et bien voilà, l'explication de temps, en fait du terme temps, ça veut dire course. Donc un moteur à 2 temps est un moteur qui a 2 courses. Et un moteur qui a 4 temps est un moteur qui va faire 4 courses pour réaliser son cycle de fonctionnement. Donc le temps correspond également à un demi-tour de vilebrequin. Ce qui veut dire que si c'est un demi-tour de vilebrequin, on peut dire que le diamètre du vilebrequin égale la course du piston. La course du piston, c'est donc la distance que l'on va avoir entre la position la plus haute et la position la plus basse. Donc ça, c'est une course et ça correspond à un diamètre de vilebrequin et 180 degrés de rotation de ce même vilebrequin. Voilà, donc ça c'est à retenir. Un temps égale une course, égale un demi-tour de vilebrequin, égale 180 degrés. Ça, c'est dans la théorie, bien évidemment. On verra dans la réalité comment tout cela est un petit peu modifié, adapté pour avoir un meilleur rendement de notre véhicule. Tous les moteurs fonctionnent tous sous le même principe. C'est le principe de Baudorochat. Baudorochat, c'est un ingénieur français, un thermodynamicien, qui lui a créé en 1862, donc il y a bien longtemps de cela, le principe de fonctionnement universel de tous les moteurs thermiques de la planète. Que ce soit une moto, que ce soit une mobilette, que ce soit une voiture, un camion, un tracteur, une fusée, un avion, tous les moteurs thermiques du monde donc, fonctionnent sous le principe de Baudorochat. Donc, monsieur Baudorochat, grand respect, parce que sans vous, je ne serais pas là, et sans moi, vous ne seriez pas là non plus. Donc grand respect à monsieur Baudorochat qui donc a inventé le cycle donc à 4 temps, c'est-à-dire donc à 4 courses du vilebrequin, à 4 courses du piston, à 4 courses du vilebrequin. Donc un cycle complet de Baudorochat fonctionne donc avec 2 tours de vilebrequin. Alors, ne pas confondre temps et phase de fonctionnement. C'est pas pareil. Si je prends le cas d'un 2 temps, il va se faire donc sur 2 courses de vilebrequin, mais il aura 5 phases de fonctionnement. Si je prends un 4 temps, il va se faire donc sur 4 courses de piston, 2 tours de vilebrequin, et il y aura 4 phases de fonctionnement. Le moteur de temps a donc une phase supplémentaire, et tout cela se fait dans la moitié de rotation d'un moteur 4 temps. Alors, on va regarder un petit peu le moteur 4 temps, donc à 4 courses, à 4 phases. Donc on a la première phase de fonctionnement, c'est la phase où il nous faut admettre dans notre enceinte thermique
un mélange carburé, donc un mélange avec de l'air et de l'essence, c'est ce qu'on appelle notre énergie chimique. Ensuite, donc c'est la phase admission, évidemment. Donc la première contrainte que nous allons avoir, c'est de faire rentrer le mélange à l'intérieur de l'enceinte thermique. Deuxième phase, c'est une phase où il va falloir préparer le mélange carburé afin de le rendre potentiellement énergétique, mais encore décupler son potentiel énergétique. À la base, quand je mélange de l'air avec de l'essence, ou de l'essence avec de l'air, je vais pouvoir produire du feu, donc de la chaleur. Si je le mets à la pression atmosphérique, si je pose un peu d'essence sur ma table et que je lui mets le feu, on va se rendre compte qu'en fait, ce n'est pas l'essence qui prend feu, c'est la vapeur d'essence qui va prendre feu et elle va produire une certaine quantité de chaleur. Donc, un joule, par exemple, 100 joules. Mais si j'utilise uniquement ce mélange carburé à cette pression-là, son potentiel énergétique est relativement faible. Si je veux améliorer le potentiel énergétique de mon mélange carburé, il va falloir que je le comprime, que je le monte en pression. Et en le montant en pression, je vais également le monter en température. Pourquoi? Vous avez tous fait l'expérience de gonfler un jour votre vélo avec une pompe à main, et quand vous êtes en train de gonfler, au bout d'un moment, vous sentez votre main qui tient le corps de pompe, vous allez sentir de l'échauffement, ça va commencer à monter en température. Tout cela, c'est du fait du système donc, de pression, de variation de pression qui fait que quand la pression monte, la température monte également. Cette phase-là est appelée compression. Nouvelle contrainte, il va falloir voir comment nous allons faire pour mettre à feu le troisième phase. Il va falloir mettre à feu le mélange carburé, c'est-à-dire que on a vu que la détente des gaz était provoquée par la mise à feu du mélange carburé dans le canon. Donc voilà, il va donc falloir mettre à feu ce mélange carburé et ainsi générer la dilatation des gaz qui va engendrer une poussée sur le piston pour pouvoir effectivement lui donner la plus grande accélération possible, puisqu'on a vu que l'important c'était de recueillir une force importante sur le piston et que cette force donc c'était la masse du piston multipliée par l'accélération que ce dernier prenait. Donc cette phase est appelée combustion détente, puisque sur le même demi-tour, sur le même temps, on va avoir à la fois le phénomène de combustion et à la fois le phénomène de détente. La contrainte, c'est qu'il va falloir mettre à feu le mélange, et ce à un moment donné. Bon, ça c'est une contrainte que notre sous-système de la motorisation va être obligé de prendre en charge. On le verra par la suite. Quatrième phase, il va falloir que je nettoie un petit peu tout ça. Il va falloir que je vide mon cylindre, mon enceinte thermique, il faut que je la vide, que j'évacue tous les résidus de combustion. Pourquoi? Si je les garde, évidemment que je vais rentrer des gaz frais, donc mélange propre, et je vais les mélanger à un mélange sale, ce qui veut dire qu'on mélange au final, son potentiel énergétique va chuter de façon conséquente. Donc si on veut conserver un minimum de potentiel énergétique, il faut absolument qu'on rejette vers l'extérieur les résidus de combustion, et cette phase-là est appelée phase échappement. Nouvelle contrainte, il va falloir faire sortir à nouveau la masse gazeuse qui est à l'intérieur du cylindre, il va falloir la sortir à l'extérieur. En même temps que, on l'a eu tout à l'heure, on l'a dit, les gaz d'échappement c'est polluant, c'est toxique, et donc c'est pas bon pour la planète. Donc il va falloir également que ce dispositif-là d'évacuation règle aussi ce problème de protection de l'environnement. Alors, si je récapitule, premier demi-tour, donc premier temps, j'admets le mélange. Deuxième demi-tour de Villebrequin, donc deuxième course, deuxième temps, je prépare mon mélange. Troisième demi-tour de Villebrequin, troisième temps, je vais pouvoir mettre le feu et je vais récupérer le fruit de cette mise à feu, de cette combustion, par la propulsion de mon piston vers l'extérieur. À noter que cette phase-là, ce temps-là, est appelé le temps moteur. C'est-à-dire que c'est le seul temps durant lequel le moteur thermique va produire de l'énergie mécanique. Sur les trois autres temps, il va en consommer. Ce qui fait que son rendement est très faible également, puisqu'il faut 3 temps résistants pour faire un temps moteur, donc ce qui veut dire que le rendement ne peut pas être excellent. Quatrième phase, je nettoie et je prépare pour mon enceinte thermique pour le système, le cycle suivant.
Alors regardons maintenant l'état de fonctionnement de notre enceinte thermique en fonction des temps de fonctionnement. Alors on a soit un espace ouvert, soit un espace clos. Si je regarde bien, quand je dois admettre du mélange à l'intérieur, dans quel état doit être mon enceinte thermique? Eh bien, il faut que je fonctionne en espace ouvert. Maintenant, je dois préparer, je sais que je dois monter en pression mon mélange, et évidemment qu'à ce moment-là, je ne dois pas avoir de communication avec l'extérieur de l'enceinte thermique, donc je vais fonctionner en espace clos. Pardon. Au niveau de la combustion détente, comme je veux recueillir le maximum de pression, il ne faut pas que j'ai de relation avec l'extérieur, sinon une partie de la variation de pression que je recherche va partir à l'extérieur et donc ne sera pas répercutée sur le piston. Donc il va falloir que là aussi, je travaille en vase clos. Sur le dernier temps, l'échappement, il va falloir que j'évacue. Bon, du coup, je vais évacuer à l'extérieur, donc mon enceinte thermique, tout naturellement, sera en espace ouvert. On va regarder maintenant un petit film qui va vous mettre tout cela un petit peu en animation concernant le moteur thermique, le cycle de Baud-de-Rochat. Voilà, donc admission, compression, là vous voyez un piston qui monte, qui descend. Regardez bien les conduits qui s'ouvrent et qui se ferment. Regardez bien également l'étincelle qui se produit. Et là vous avez donc les 4 temps du cycle de Baud-de-Rochat: admission, compression, combustion détente, échappement. Voilà, on va le voir au ralenti. Là on est dans la phase donc admission, le piston descend. J'aspire, ensuite je remonte et je comprime, ensuite sur la troisième phase je crée la combustion, je déclenche la combustion et je renvoie mon piston vers le bas, c'est la détente, et puis ensuite j'évacue sur le 4e temps, qui est pour nous la 4e phase également. Voilà, nous avons terminé cette première partie. Vous aurez le temps maintenant, grâce à cette vidéo, de compléter le document, le support papier que vous avez téléchargé. Et on se retrouvera, bien sûr, pour continuer l'aventure du système de motorisation, en allant un peu plus dans le détail. Maintenant, on a vu que le système de motorisation était équipé d'une enceinte thermique et d'un système bielle-manivelle. Maintenant, on va regarder un petit peu tous les autres systèmes qui composent donc le système de motorisation et qui vont permettre au système de motorisation de pouvoir faire sa fonction, c'est-à-dire de créer l'énergie mécanique nécessaire à la mise en mouvement de notre moto. À très bientôt, bye bye.